Maman, laisse-moi le répéter. Ce n'est pas à toi, c'est à moi. Je l'ai acheté moi-même. Ma belle-mère m'a regardé comme si j'étais transparente et a dit, tout ce qui se trouve dans la maison de mon fils m'appartient. Mon mari ne l'a pas arrêté. Au lieu de cela, il a dit, allons, ce ne sont que quelques trucs sans valeur. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que je leur fasse comprendre d'une autre manière. Bienvenue à nouveau sur Revenge Mode. Si vous aimez voir les personnes qui se croient tout permis obtenir exactement ce qu'elles méritent, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Maintenant, entrons dans l'histoire d'aujourd'hui. Je suis Alix, une directrice des ventes de 30 ans. J'ai travaillé sans relâche dans la vingtaine pour acheter ma propre maison dans la belle banlieue de Tampa, en Floride. Quand j'ai épousé mon mari Henri, qui a 32 ans, je me suis assuré que nous signions un contrat de mariage en béton. Ma maison, mes biens, mes règles. Mais parce que je l'aimais, j'ai commis une erreur fatale. J'ai donné à Henri un double des clés de ma propriété. Je pensais que c'était un symbole de confiance. Je ne réalisais pas que je donnais un laissez-passer illimité à une femme qui croyait que la vie que j'avais durement gagnée était son centre commercial personnel. L'ironie, c'est que sa famille n'était pas entièrement mauvaise. Mon beau-père, Didier, est un homme traditionnel et strict qui valorise l'honneur et méprise absolument les menteurs. Il a bâti sa réputation sur l'intégrité. Si Didier savait ce que sa femme et son fils complotaient juste sous son nez, utilisant ce même double de clés pour envahir ma vie privée et voler un collier de diamants noirs inestimable de mon coffre-fort, il les aurait reniés lui-même. Et finalement, je lui ai offert une place au premier rang pour assister à leur trahison. Tout a commencé quelques mois après qu'Henri et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison. Je me suis réveillé tôt un mardi matin pour me préparer à une réunion cruciale du conseil d'administration. Je suis entré dans ma salle de bain principale et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Mon flacon de fond de teint coûteux était posé bizarrement sur le bord du comptoir. Il semblait nettement plus léger. J'ai mis cela sur le compte de ma propre maladresse. Je suis descendu dans le couloir jusqu'à la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Une tasse de café à moitié bu était abandonnée sur l'îlot. Le bord portait une légère trace de rouge à lèvres roses. Henri buvait son café noir, et je n'avais même pas encore allumé la machine. J'ai ensuite vérifié la salle de bain des invités. Une serviette de bain humide gisait froissée sur le sol. Mon pouls a commencé à s'accélérer. Quelqu'un d'autre avait été dans ma maison. J'ai interrogé Henri à propos du désordre, mais il s'est contenté de hausser les épaules et de marmonner qu'il était à moitié endormi. Je n'avais pas le temps de l'interroger car l'horloge tournait sans relâche. J'ai attrapé ma mallette et je me suis précipité dans le garage. J'ai appuyé sur le bouton mural pour ouvrir la porte et je me suis figé. L'espace où se trouvait habituellement mon VUS était entièrement vide. Une vague de panique froide m'a envahi la poitrine. J'ai frénétiquement fouillé dans mon sac à main à la recherche de mes clés de voiture. Elles étaient là, dans ma main. J'ai jeté un œil au crochet mural près de la porte. Le trousseau de clés de rechange avait disparu. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'Henri. L'appel est tombé directement sur la messagerie vocale. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'avais une présentation énorme dans 45 minutes. Sans autre option, j'ai commandé un VTC haut de gamme. La tarification dynamique du matin était astronomique, mais je devais arriver au bureau. J'étais assise à l'arrière de la voiture d'un inconnu, serrant ma mallette. Mon esprit a parcouru une douzaine de scénarios. Aucun d'entre eux n'avait de sens jusqu'à ce que je me souvienne du double de clés que j'avais stupidement confié à mon mari. La journée de travail a semblé interminable. Je suis finalement rentré tard dans l'après-midi. Mon VUS était garé de travers dans l'allée. Le siège du conducteur était avancé au maximum, et la radio diffusait à plein volume une station que je n'écoutais jamais. J'ai monté les marches du perron et j'ai poussé la porte. Un nuage suffocant de parfum floral m'a instantanément frappé au visage. C'était mon parfum signature, un flacon qui m'avait coûté 300 $. Je suis entré dans le salon et je me suis arrêté net. Ma belle-mère, Thérèse, était confortablement installée sur mon canapé. Mes lunettes de soleil Chanel étaient repoussées dans ses cheveux. Elle tenait un petit miroir et appliquait nonchalamment mon rouge à lèvres exclusif. Elle n'a même pas sourcillé quand je suis entré. J'ai exigé de savoir ce qu'elle faisait dans ma maison et pourquoi elle avait pris mon véhicule. Thérèse a lentement baissé le miroir.
Elle m'a regardé avec un sentiment de droit absolu. Elle a calmement expliqué qu'elle devait aller au salon de coiffure et refusait de payer un taxi. Elle a insisté sur le fait que, puisque son fils vivait ici, elle avait tout à fait le droit de passer quand bon lui semblait. Elle a prétendu que le maquillage était là, à se perdre. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse déchaîner ma fureur. Henri est entré, portant son sac de sport. Je me suis immédiatement tourné vers lui et j'ai exigé qu'il lui reprenne le double de clés à l'instant même. Henri m'a regardé, puis a regardé sa mère. Il a poussé un long soupir et m'a saisi le bras. Il m'a entraîné dans la cuisine, loin de Thérèse. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à ce qu'il soit indigné que sa mère ait envahi mon espace personnel. Au lieu de cela, il a levé les yeux au ciel et a croisé les bras. Il m'a dit que je surréagissais. Il a gardé une voix basse, mais ses mots étaient empreints de condescendance. Il a dit que sa mère avait juste emprunté un peu de maquillage et avait besoin d'un transport rapide pour son rendez-vous. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé pourquoi je faisais tout un plat de rien. Il a souligné que je gagnais beaucoup d'argent, donc je ne devrais pas pleurer pour quelques gouttes d'essence. Il m'a dit d'arrêter de faire la comédie. Je suis resté là à écouter l'homme que j'avais épousé défendre une violation flagrante de ma propriété. 3 semaines plus tard, mon entreprise m'a envoyé à Orlando pour une convention immobilière. Je me tenais dans le hall bondé de la convention pendant une pause de réseautage quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Une alerte de détection de mouvement a clignoté sur l'écran. Elle provenait de ma caméra de sécurité du salon. J'ai appuyé sur la notification et j'ai regardé le flux en direct. Thérèse est entrée par ma porte d'entrée en se pavanant. 3 femmes la suivaient de près. Elle transportait des sacs d'épicerie et ignorait complètement la règle de ne pas porter de chaussures sur le parquet. J'ai regardé avec une incrédulité absolue Thérèse se diriger droit vers mon casier à vin personnalisé. Elle a attrapé une bouteille que j'avais gardée pour une étape majeure de ma carrière. C'était un vin millésimé extrêmement rare. J'avais passé des mois à le traquer dans des ventes aux enchères. Thérèse a saisi le tire-bouchon. Elle a fait sauter le bouchon d'une bouteille dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom et a versé 4 verres. Elles ont trinqué et ont ri. Le flux de la caméra a changé alors que les femmes se déplaçaient dans le couloir. Elles sont entrées dans ma chambre principale. Mon sang n'a fait qu'un tour. Thérèse a ouvert les portes de mon dressing comme si elle organisait une visite de musée. Elle a pris mon sac à main de créateur en édition limitée sur l'étagère du haut. Elle l'a fait passer à ses amis pour qu'elle l'inspecte. L'une des femmes a demandé comment une jeune épouse pouvait se permettre un luxe aussi extrême. Thérèse a ri aux éclats. Elle a rejeté le sac à main sur l'étagère. Elle a regardé ses amis et a prononcé une phrase qui m'a retourné l'estomac. L'argent que gagne ma belle-fille est aussi pour ma famille, s'est-elle vantée. Elle ne fait que garder ses choses pour l'instant. Finalement, chaque chose dans cette maison appartiendra à Henri. J'ai serré mon téléphone assez fort pour en fissurer l'écran. Je suis sorti en trombe du centre de congrès et j'ai immédiatement appelé Henri. Il a répondu après la 4e sonnerie avec un bruit de fond important. J'ai exigé qu'il quitte le travail à l'instant même, qu'il retourne à notre maison et qu'il mette sa mère dehors de ma chambre. Je m'attendais à ce qu'il panique. Je m'attendais à ce qu'il réalise enfin qu'elle avait franchi une ligne rouge massive. Au lieu de cela, il a laissé échapper un grognement agacé. Il m'a dit de me calmer et d'arrêter de faire la folle. Je lui ai dit qu'elle buvait mon vin millésimé et traitait mon dressing comme une friperie. Henri s'en fichait. Si maman veut inviter ses amis, laisse-la faire, a-t-il lancé sèchement. Ce ne sont que quelques amis qui prennent un verre. C'est aussi ma maison, tu sais. La communication a été coupée. Il m'a raccroché au nez. J'ai fixé l'écran d'appel déconnecté. La trahison a été comme un coup physique à la poitrine. Henri venait de donner à sa mère un chèque en blanc sur ma vie. J'ai regardé à nouveau le flux de sécurité. Les 4 femmes étaient maintenant assises sur mon lit. Elles renversaient des gouttes de vin rouge sur ma couette blanche. Thérèse essayait mes vestes. Elle paradait dans la pièce en présentant mes vêtements. Chaque fois qu'elle prenait un nouvel article, elle affirmait sa domination sur ma propriété. Ses amis l'encourageaient, validant son sens tordu du droit. L'une des femmes a même pris ma boîte à bijoux et a commencé à inspecter les fermoirs. Elle traitait mon sanctuaire comme un terrain de jeu gratuit, complètement dépourvu de toute décence humaine de base.
J'ai pris une capture d'écran de la séquence pour documenter le moment exact où elles ont violé mon espace. La rage en moi s'est transformée en une concentration froide et calculée. Je n'ai pas rappelé Henri. Discuter avec un homme qui permettait volontairement ce comportement était une perte de temps totale. Il avait choisi son camp. Il avait clairement indiqué que mes limites ne signifiaient absolument rien pour lui. J'ai fermé l'application de sécurité et je suis retourné dans le hall de la convention. Je devais terminer ce voyage d'affaires. Je devais sécuriser ma commission et conclure les affaires pour lesquelles j'étais venu. Je refusais de laisser sa famille toxique ruiner ma motivation professionnelle. J'ai passé le reste de l'après-midi à définir mes prochaines étapes exactes tout en prétendant écouter les conférenciers principaux. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais exécuter un plan pour lui couper complètement l'accès et protéger mes biens. Dès mon retour à Tampa, je n'ai même pas posé mes bagages avant d'appeler un serrurier. Je me tenais dans le hall d'entrée, fixant la porte d'entrée, sachant que la serrure physique était une vulnérabilité massive. Le technicien est arrivé en 20 minutes. Je suis resté au-dessus de lui et j'ai ordonné le retrait complet de chaque penne dormant mécanique de la propriété. Il a enlevé les anciennes fixations en laiton et a installé des serrures intelligentes de qualité militaire, ultra résistantes, avec des scanners d'empreintes digitales biométriques et des claviers numériques. Le double de clé physique qu'Henri avait si généreusement remis à Thérèse était maintenant officiellement un morceau de ferraille inutile. J'ai synchronisé le système de contrôle principal exclusivement avec mon smartphone personnel. J'ai revendiqué les droits d'administrateur unique. Personne ne pouvait entrer sans mon approbation numérique directe. Mon sentiment de sécurité était entièrement détruit. Je refusais de laisser mon sanctuaire exposé à un autre rassemblement non autorisé. J'ai contacté une entreprise de sécurité privée de premier ordre juste après le départ du serrurier. Ils ont envoyé une équipe d'installation le même après-midi. Je les ai dirigés pour installer un réseau de surveillance complet et câblé dans toute la maison. Ils ont monté des caméras ultra haute définition au-dessus du porche d'entrée, des objectifs inclinés à travers le salon et des capteurs à grand angle dans le couloir principal. J'ai testé les flux sur mon moniteur. Chaque point d'entrée et zone commune était maintenant sous une surveillance numérique stricte et implacable. J'ai congédié les techniciens et me suis occupé moi-même de la zone la plus sensible. Je suis entré dans mon dressing principal et j'ai fermé la lourde porte en bois. J'ai déballé une micro-caméra spécialisée que j'avais achetée sur le chemin du retour de l'aéroport. Elle était habilement déguisée en chargeur mural USB standard. Je l'ai branchée directement dans la prise au niveau du sol. J'ai ajusté le minuscule objectif jusqu'à ce qu'il pointe droit sur mon coffre-fort personnel en acier, posé au sol. Ce coffre-fort était la forteresse absolue de mon indépendance. Il contenait le titre de propriété original de cette maison, mes certificats financiers cruciaux, et mon bien le plus précieux, un collier de diamants noirs à couper le souffle que mes parents m'avaient généreusement offert pour mon anniversaire le mois dernier. J'ai installé l'objectif caché strictement comme mesure préventive générale contre les intrus extérieurs. Je voulais une sécurité infaillible au cas où Thérèse parviendrait à franchir le périmètre et essaierait de fouiner dans mes objets de valeur. Il ne m'a jamais traversé l'esprit que j'aurais besoin de protéger ces mêmes biens de l'homme qui dormait dans mon lit. Je voulais juste un contrôle absolu et indéniable sur ma propre propriété. Le soir est tombé. J'étais assise à l'îlot de la cuisine, regardant les flux de caméras en direct sur ma tablette. À exactement 18h30, la berline d'Henri s'est garée dans l'allée. La caméra du Porsche l'a surpris en train de monter les marches. Il a enfoncé sa clé dans le nouveau cylindre de la serrure. Elle ne rentrait pas. Il a essayé de la forcer. Le microphone de la caméra a capté ses jurons frustrés. Il a secoué violemment la poignée. Puis il a commencé à frapper du poing contre le bois renforcé. Je l'ai laissé frapper pendant 1 minute entière avant de me diriger calmement vers la console et d'appuyer sur le bouton de déverrouillage. Henri a ouvert la porte avec force. Son visage était rouge de rage. Il a enlevé ses chaussures d'un coup de pied et a exigé de savoir ce que diable j'avais fait à la porte. Je suis resté sur mes positions, j'ai croisé les bras et je lui ai dit que les serrures étaient changées en permanence. J'ai déclaré que les nouveaux codes d'accès m'appartenaient exclusivement. Il a complètement perdu son sang-froid. Il a crié que je punissais sa mère pour une visite inoffensive avec ses amis. Il m'a accusé de traiter sa famille comme de vulgaires criminels. Il s'est approché, élevant la voix, exigeant que je lui donne le code maître immédiatement car c'était aussi sa maison.
Je n'ai pas bronché. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'au comptoir et j'ai attrapé une copie de l'acte de propriété. J'ai claqué le document juste devant lui. J'ai tapé fort du doigt sur l'encre où seul mon nom était imprimé. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai établi un ensemble de règles absolues et non négociables. J'ai déclaré que personne, en aucune circonstance, n'entrerait dans cette propriété sans mon consentement explicite préalable. Je lui ai promis que s'il divulguait un jour un code d'accès, ou si sa mère mettait un pied dans ma maison à nouveau, je le contournerai entièrement et je déposerai une plainte pour violation de domicile auprès de la police. Henri a fixé le papier légal. Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'avait plus aucun pouvoir. Il a attrapé son sac et a filé dans le couloir, claquant la lourde porte de la chambre d'amis derrière lui. Un mois s'est écoulé, nous amenant au matin du 35e anniversaire de mariage de mes beaux-parents. Je me suis réveillé tôt pour préparer ma tenue pour le grand gala du soir. Je voulais que mon apparence soit impeccable. Je suis entré dans mon dressing et je me suis agenouillé devant le lourd coffre-fort en acier au sol. J'ai composé mon code d'accès privé. La serrure électronique a émis un bip et la lourde porte en métal s'est ouverte. J'ai tendu la main à l'intérieur pour saisir la boîte en velours de qualité supérieure contenant le cadeau d'anniversaire de mes parents. J'ai ouvert le couvercle, m'attendant à l'éclat familier du diamant noir. Mon souffle s'est coupé. La boîte était complètement vide. L'intérieur moulé sur mesure ne contenait absolument rien. Une vague soudaine de nausée m'a envahi l'estomac. J'ai fixé le vide, mon esprit essayant frénétiquement de traiter l'impossible. Personne n'avait le code. Personne d'autre ne possédait l'accès administrateur à ce coffre. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas crié ni mis le dressing sens dessus-dessous. J'ai calmement fermé la boîte en velours vide et j'ai sorti mon smartphone de ma poche. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je lançais l'application de sécurité cachée. J'ai sélectionné le flux de la caméra parfaitement déguisée à l'intérieur du chargeur USB sur le mur. J'ai filtré la chronologie, à la recherche de tout mouvement détecté près du coffre-fort. L'application a immédiatement signalé un enregistrement spécifique datant d'exactement un jour. J'ai appuyé sur lecture. La séquence en haute définition s'est chargée instantanément. L'écran montrait la porte du dressing s'ouvrant silencieusement. Henri est entré dans le cadre. Il a regardé nerveusement par-dessus son épaule, vérifiant le couloir avant de fermer la porte derrière lui. Mon sang s'est complètement glacé. J'ai regardé mon propre mari se mettre à genoux devant mon coffre-fort personnel. Il n'a pas deviné le code. Il l'a tapé avec une vitesse exercée. Il a dû se tenir derrière moi et mémoriser mes frappes il y a des semaines. La vidéo a continué à défiler sans pitié. Henri a ouvert la lourde porte et a directement saisi la boîte en velours. Il a soulevé le couvercle, a sorti mon collier de diamants noirs et l'a fixé un bref instant. Il a ensuite fourré le bijou inestimable au fond de la poche de sa veste. Il a fermé le coffre-fort, s'est levé et est sorti du dressing comme si de rien n'était. Je suis resté assise par terre, fixant l'image figée de son dos qui s'éloignait. Je me sentais complètement paralysé par l'ampleur de sa trahison. J'avais câblé toute cette maison et planté cet objectif caché spécifique pour protéger mes biens de Thérèse. Je voulais surprendre une belle-mère avide en train de tenter une effraction. Je ne m'attendais jamais, au grand jamais, à surprendre l'homme qui partageait mon lit. Il avait volé sa propre femme. Et je savais exactement pourquoi il l'avait fait. La fête d'anniversaire était ce soir. Henri avait besoin de jouer le rôle du fils ultra réussi. Il avait besoin d'un cadeau magnifique et époustouflant à présenter à sa mère devant tous leurs parents fortunés. Il avait décidé de financer son pitoyable voyage d'ego en utilisant ma propriété. La rage qui bouillonnait dans ma poitrine s'est rapidement solidifiée en glace absolue. Si je le confrontais maintenant dans le couloir, il le nierait. Il manipulerait la situation, jouerait la victime, et cacherait probablement le collier quelque part où je ne pourrais jamais le trouver. J'ai refusé de lui donner cette opportunité. J'ai quitté l'application de sécurité et j'ai ouvert mes contacts. J'ai appuyé sur le nom de mon père. Nicolas a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai gardé ma voix parfaitement égale. J'ai dit à mon père exactement ce que je venais de voir sur la caméra cachée. Je n'ai pas demandé de sympathie. J'ai demandé des munitions. Je lui ai demandé d'aller dans son bureau à domicile, d'ouvrir son classeur et de récupérer le reçu d'achat original ainsi que le certificat officiel du GIA pour le diamant.
Je lui ai dit de plier ses documents dans la poche de son costume et de les apporter au country club ce soir. Mon père a accepté immédiatement. Il a compris la mission. J'ai mis fin à l'appel et je me suis levé. J'ai essuyé la poussière invisible de mes genoux. Je suis allé à ma coiffeuse, je me suis assise et j'ai commencé à me maquiller. J'allais mettre ma plus belle robe. J'allais passer mon bras sous le sien. J'allais sourire pour les appareils photo et agir comme l'épouse parfaite et solidaire. J'allais le laisser creuser sa propre tombe sur la plus grande scène possible. La grande salle de bal du Tampa Country Club était remplie de plus de 100 invités. Les serveurs naviguaient sur le sol en équilibrant des plateaux de champagne. Didier se tenait près de la grande arche, serrant fermement la main de chaque parent et partenaire commercial qui arrivait. Il se tenait droit, projetant une autorité absolue. Il exigeait le respect et gardait jalousement la réputation de sa famille. Ce soir était son tour de victoire ultime. Il voulait que toute la communauté soit témoin de ses 35 années de mariage réussi. Je suis entré avec ma main reposant légèrement sur le bras d'Henri. J'ai joué le rôle de l'épouse solidaire avec une exécution sans faille. J'ai souri poliment. J'ai hoché la tête au bon moment. J'ai salué Didier et lui ai offert mes félicitations formelles. Il a fait un signe de tête approbateur et sévère. Henri a complètement cru à sa propre illusion. Il se pavanait sur le sol de la salle de bal comme un héros conquérant. Il tapait sur l'épaule de ses cousins. Il riait bruyamment à de mauvaises blagues. Il commandait des boissons haut de gamme au bar, agissant comme s'il possédait tout le country club. Il se prélassait dans l'attention de sa famille élargie. Il portait ma propriété volée directement dans la poche de sa veste sur mesure. Je me suis assise à notre table réservée et j'ai observé sa performance. L'audace pure de sa confiance n'a fait que solidifier ma résolution. Mon père, Nicolas, était assis à 2 sièges de moi. Il a pris une gorgée de son eau et m'a fait un seul signe de tête à peine perceptible. Il avait les documents certifiés en sécurité dans sa poche. Le piège était entièrement tendu. Le service du dîner s'est terminé. Le tintement lourd de l'argenterie s'est estompé dans le silence alors que le coordinateur de l'événement tapotait le microphone. Didier a parlé le premier. Il a prononcé un discours court et rigide sur la loyauté et la structure familiale. Les invités ont applaudi. Puis Henri a gravi avec confiance les marches de la scène. Il a ajusté son pied de microphone. Il a agrippé les bords en bois du pupitre et a regardé la foule immense. Il a exigé un silence total sans dire un mot. Il a commencé à parler de sacrifice. Il a loué Thérèse pour son dévouement incessant. Personne ne travaille plus dur pour cette famille que ma mère, a déclaré Henri dans les haut-parleurs. Elle met toujours tout le monde en premier. Elle ne demande jamais rien en retour. Ce soir, je veux enfin donner quelque chose en retour. La foule a murmuré avec une admiration collective. Certaines des tantes plus âgées ont essuyé des larmes de leurs joues. Je suis resté complètement immobile. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec lui. Je voulais me souvenir de ce moment exact de sa trahison. J'ai écouté l'homme qui avait forcé mon coffre-fort personnel tisser une toile de mensonge à toute sa lignée. Henri a fait une pause. Il a mis la main dans sa veste. Il a sorti la boîte en velours de qualité supérieure. Il l'a tenue haut en l'air. Les lumières vives de la scène ont illuminé le tissu sombre. « Maman, s'il te plaît, monte ici », a annoncé Henri. Thérèse s'est levée de sa chaise de manière spectaculaire. Elle a haleté bruyamment, couvrant sa bouche de ses 2 mains. Elle a joué à la perfection le rôle de la mère choquée et humble. Elle s'est précipitée sur les marches et s'est tenue à ses côtés au centre de la scène. Henri a lentement ouvert le couvercle. Le projecteur a instantanément frappé l'énorme diamant noir. Un hoquet de surprise collectif et sonore a retenti dans l'immense salle de bal. C'était une pierre lourde et sans défaut, et elle a immédiatement attiré l'attention. Henri a regardé profondément dans les yeux de sa mère. Il a tourné la tête vers le microphone et a prononcé sa phrase répétée avec une sincérité écœurante. « J'ai préparé ce cadeau spécial pendant de nombreux mois pour la mère la plus merveilleuse », a-t-il déclaré clairement. La salle de bal a éclaté. Plus de 100 personnes ont applaudi et acclamé sa prétendue générosité. Henri a retiré le collier de son moule en velours personnalisé. Il a remis la boîte vide au coordinateur. Il s'est placé directement derrière Thérèse. Il a passé ses bras autour de son cou,
a détaché la chaîne et a soigneusement fixé mon diamant noir contre sa peau. Thérèse s'est retournée pour faire face au public. Elle a placé sa main sur la pierre. Elle rayonnait d'une arrogance pure et non filtrée. Elle a souri vivement alors que le photographe engagé flashait son appareil. Puis ses yeux sont descendus du fond de la salle et ont balayé les tables de devant. Elle a fixé son regard directement sur le mien. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle a légèrement relevé le menton. Son sourire s'est lentement transformé en un sourire narquois et provocateur. Elle portait ma propriété volée sur sa poitrine, complètement convaincue qu'elle avait enfin établi sa domination. Elle se tenait sur cette scène, croyant qu'elle était entièrement intouchable. Les applaudissements ont continué de résonner contre les hauts plafonds alors que les invités célébraient le mensonge monumental. Avant que les applaudissements ne puissent s'estomper, mon père a repoussé sa chaise et s'est levé. Nicolas ne s'est pas pressé. Il a marché d'un pas lourd et délibéré vers l'avant de la salle de bal. Les applaudissements joyeux se sont lentement tus, remplacés par un silence tendu. La confusion s'est propagée à travers les tables de devant. Henri a gardé son sourire fabriqué, mais ses yeux se sont tournés nerveusement vers mon père. Nicolas a contourné les escaliers et s'est approché directement du côté de la scène. Il n'a pas regardé Thérèse. Il a fixé directement Henri. Il a mis la main dans sa veste de costume sur mesure et a sorti 2 morceaux de papier pliés. Il les a levés haut en l'air pour que toute la salle puisse les voir. Le silence dans la salle de banquet est devenu absolu. Mon père est monté au pupitre et a fermement écarté Henri. Il s'est penché vers le microphone. Sa voix a retenti dans le vaste espace, tranchante et inflexible. C'est un discours vraiment magnifique, Henri, a annoncé Nicolas. Il faut beaucoup de dévouement pour économiser 15 000 $. Cependant, je trouve votre histoire incroyablement fascinante. Je la trouve fascinante parce que je suis personnellement entré chez le bijoutier il y a 6 semaines et j'ai acheté ce diamant noir exact. Henri est devenu complètement pâle. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Nicolas a déplié lentement les papiers. Je tiens ici le reçu original et le certificat d'authenticité du GIA. Les 2 documents affichent clairement mon nom légal et mes informations de carte de crédit. La foule a éclaté en murmures bruyants. Je ne leur ai pas donné une seule seconde pour se remettre. Je me suis levé de ma table et je me suis dirigé directement vers le pupitre de contrôle audiovisuel dans le coin. J'ai contourné le digi paniqué et j'ai branché mon smartphone directement dans le câble principal du projecteur. J'ai tapé une fois sur mon écran. L'immense écran de projection de 200 pouces derrière la scène a pris vie en vacillant. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. La preuve visuelle parlait d'elle-même. La réaction du public a été instantanée et explosive. Des fourchettes ont claqué bruyamment contre des assiettes en porcelaine. Plus de 100 invités ont halté à l'unisson. La salle a sombré dans une frénésie de chuchotements agités et de pointages agressifs. Des parents se sont couverts la bouche en état de choc pur. Des regards dégoûtés se sont rapidement déplacés de l'écran lumineux directement vers Henri et Thérèse. L'illusion du fils parfait s'est brisée en 1 million de morceaux irréversibles. Thérèse s'est figée de terreur. Elle a serré les bijoux volés autour de son cou comme s'ils pouvaient la protéger de la réaction violente. Mais le coup de grâce n'est pas venu de moi. Il est venu de Didier. Mon beau-père avait bâti toute sa vie sur des principes rigides et un honneur familial strict. Il a regardé l'écran, traitant la trahison ultime, puis il a regardé sa femme et son fils. Les veines de son cou se sont gonflées de manière proéminente. Son visage a pris une teinte cramoisie, sombre et dangereuse. Didier a marché vers la scène avec une vitesse terrifiante. Les invités environnants se sont rapidement écartés de son chemin. Il a monté les escaliers d'un pas lourd et a arraché le microphone directement du pied. Le Larsen a grincé bruyamment dans les énormes haut-parleurs, faisant sursauter les gens. Didier a déchaîné un niveau de fureur dont je n'avais jamais été témoin auparavant. Il a pointé un doigt tremblant droit sur la poitrine d'Henri. Espèce de honte absolue, a rugi Didier. Sa voix profonde a résonné violemment contre les murs. Tu te tiens ici devant toute notre famille, et tu me mens en face. Tu voles ta propre femme pour nourrir ton ego pathétique. Henri a fait un grand pas en arrière, tremblant visiblement sous le regard intense de son père. Didier a pivoté agressivement vers Thérèse. Il l'a regardée avec un dégoût pur et non filtré. Et toi, tu portes fièrement des biens volés à mon dîner d'anniversaire.
Tu humilies notre nom pour un bijou. Thérèse s'est mise à sangloter hystériquement, le suppliant de baisser la voix. Didier a refusé catégoriquement. Il a exigé qu'elle enlève le collier de son cou à l'instant même. Il lui a crié de défaire le fermoir immédiatement avant qu'il ne l'arrache lui-même. Les mains de Thérèse tremblaient violemment alors qu'elle tâtonnait avec la serrure complexe. Elle a finalement retiré le diamant et l'a laissé tomber sur le pupitre en bois comme un charbon ardent. L'humiliation publique était absolue, dévastatrice et entièrement méritée. Cette même nuit, le trajet de retour à notre maison était d'un silence suffocant. Henri regardait fixement par la fenêtre du passager. Il n'osait pas prononcer un seul mot. Je me suis garé dans l'allée et j'ai mis le véhicule au point mort. Une berline familière s'est immédiatement garée juste derrière nous. Thérèse est sortie de sa voiture. Son visage était strié de maquillage ruiné et de fausses larmes. Elle s'est précipitée sur le chemin en béton avant même que je puisse déverrouiller la porte d'entrée. Elle a tendu la main et m'a saisi l'avant-bras. Elle s'est mise à sangloter hystériquement, suppliant le pardon et prétendant qu'elle s'était juste laissée emporter par l'excitation de l'anniversaire. Elle a bredouillé sur l'unité familiale et le fait de commettre de simples erreurs. J'ai arraché agressivement mon bras de sa prise. Je l'ai regardée avec un dégoût absolu et non filtré. Je lui ai dit que la performance pathétique était officiellement terminée. J'ai pointé mon doigt droit sur le bord du trottoir. J'ai établi ma règle finale et absolue. J'ai dit à Thérèse qu'elle était définitivement bannie de cette propriété. Je lui ai promis que si elle mettait un pied sur ma pelouse à nouveau, je contournerais les discussions familiales et j'appellerais immédiatement la police pour porter plainte pour violation de domicile criminel. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais je suis entré et j'ai claqué la lourde porte d'entrée juste à son nez. Le peine dormant a cliqué bruyamment, la bannissant de ma vie pour toujours. Je me suis retourné et je suis allé directement à la cuisine. Henri me suivait comme un chien battu. Il a commencé à balbutier des excuses pathétiques. Il a essayé de blâmer la pression de la fête et son besoin désespéré d'impressionner ses parents fortunés. Il a juré qu'il avait l'intention de remettre le collier en place éventuellement. J'ai levé la main et je l'ai interrompu instantanément. Je ne voulais pas entendre une autre excuse fabriquée. J'ai cherché dans ma mallette en cuir. J'ai sorti une épaisse liasse de documents juridiques que mon avocat avait rédigés des jours auparavant. J'ai claqué le lourd dossier en manille sur l'îlot de la cuisine avec un bruit sec. Je lui ai ordonné de s'asseoir et de lire les caractères gras sur la première page. C'était un accord postnuptial juridiquement contraignant. Henri a regardé le papier puis m'a regardé avec de grands yeux terrifiés. Je lui ai dit que son statut dans ce mariage avait fondamentalement changé. J'ai exposé les termes stricts et non négociables de sa résidence continue. Premièrement, il devait renoncer à toute prétention future sur cette maison. La propriété m'appartenait entièrement, et il renonçait immédiatement à tous ses droits d'équité conjugale. Deuxièmement, sa famille perdait définitivement tous les privilèges d'accès. J'ai révoqué chaque code de porte numérique et clé physique associé à ses parents. Il ne pourrait jamais inviter sa mère ou qui que ce soit d'autre à l'intérieur sans mon consentement écrit explicite. Il était essentiellement un locataire vivant sous mes règles strictes. Il a lu les clauses, les mains tremblant légèrement. Il a réalisé que je lui avais systématiquement retiré chaque once de pouvoir qu'il pensait posséder. Il a hésité, tenant le stylo au-dessus de la ligne de signature. Je me suis penché sur le comptoir en marbre et j'ai porté le coup de grâce. Je lui ai rappelé que je détenais toujours la séquence de sécurité brute de lui forçant mon coffre-fort. Je lui ai dit que cet accord postnuptial était sa seule et unique bouée de sauvetage. S'il aidait secrètement sa mère, s'il divulguait un code d'accès, ou s'il violait un seul terme de ce contrat, je ne demanderais pas seulement le divorce. J'apporterai la vidéo non montée directement au poste de police. Je déposerai des accusations formelles pour vol qualifié. Une condamnation pour crime détruirait sa carrière et sa précieuse réputation de façon permanente. Je lui ai promis que je le regarderais volontiers porter un uniforme de prisonnier pour avoir volé sa propre femme. Il a dégluti difficilement, a baissé la tête et a signé son nom sur chaque ligne pointillée. Les limites ne sont pas de simples suggestions dans un mariage. Elles sont le fondement absolu du respect. Quand quelqu'un utilise le concept de famille pour justifier le vol et la manipulation, vous ne faites pas de compromis. Vous construisez une forteresse impénétrable et vous les enfermez complètement dehors. J'ai retrouvé ma paix et j'ai établi mon autorité absolue. Pensez-vous que l'accord postnuptial était suffisant?
Ou aurais-je dû divorcer de lui sur le champ? Dites-le moi dans les commentaires.